Bonjour à tous et bienvenue dans Urban Taste, le podcast. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur liégeois, passionné de cuisine japonaise, Jean-Marc Willem. Et il va nous raconter comment il est passé du design industriel à la cuisine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Karim. Salut, ça va? Ça va et toi? En forme? Oh oui. On va pas faire semblant, on se connaît déjà un peu, donc Légèrement, voilà. ça sert à rien de dire bienvenue, on va pas se voyer, ça sert à rien. Donc, justement, Jean-Marc, ici un peu le concept, c'est qu'on essaie de refaire un peu le parcours de l'invité et un petit peu de savoir comment t'es arrivé à ce que tu fais de mieux maintenant, à savoir les sushis, mais pas uniquement. Donc, au niveau de tes études, justement, comment t'as commencé et qu'est-ce que t'as fait dans un premier temps, justement? Mes études, donc tu l'as énuméré, c'était le design industriel. Je démarrais là-dedans et j'ai commencé par des aires de jeu pour enfants. Ok, donc J'ai fait ce boulot. des modules ou des... Ouais, modules type Quick McDo, mais en grand en fait. Ah oui. Donc pour les Liégeois, Kiddy Kids à Anse, voilà, c'est le dernier jeu que j'ai fait. C'est la même chose, mais en super grand, avec des gros toboggans, des trucs comme ça. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Je fais un petit peu toutes les étapes, designer, puis technico-commercial, puis directeur. Je me suis baladé sur toute la France, tout le bidule. Et effectivement, les sushis, c'est venu, mais purement par hasard. Ça vient de plusieurs choses. Le fait que ma femme soit enceinte de ma fille, finalement, qui est née maintenant, il y a longtemps. Mais qui ne peut pas manger de sushi, théoriquement, du coup. Non, elle ne peut pas manger de sushi. Mais moi, par contre, mes derniers clients étaient beaucoup sur Paris. Ok. Les sushi bars ici à Liège, tu en avais eu un, je pense, dans les années 2000, mais sur le boulevard, ça n'avait pas tenu longtemps, parce que on n'avait pas encore l'habitude, comme les Français, justement, de prendre 2 heures de temps de midi. Mm-hmm. Donc le mec, le temps qu'il fasse son truc, il avait vu un peu grand, je pense, et ça n'avait pas accroché. Donc, moi, j'écumais un petit peu les petits bars comme ça pour luncher ou des choses ainsi. Et je suis tombé dans le Marais sur un tout petit truc sushi. Je pense que c'était pas plus grand que le studio, avec 2 gars qui étaient là, un petit frigo, et t'avais 2 tables devant, quoi. Ok, un peu justement ce qu'on retrouve justement plus ou moins au Japon, donc c'est-à-dire un petit endroit dans lequel les gens passent pour manger plutôt... Ouais, un petit izakaya dans le truc. Donc, moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment ça. Et surtout, le fait de me dire, parce que j'avais aussi un plan dans ma tête quand j'ai imaginé ça, c'était de me dire de faire ça chez moi au rez-de-chaussée. Oui, ok. Donc, t'es un Angleur, c'est pas une rue commerçante. Non. J'ai même pas fait une étude de marché ou un truc comme ça. J'étais persuadé que le truc devait fonctionner. Et franchement, pendant 6 mois ou 8 mois, je me suis dit, mais il y a bien des gens qui vont faire ça. Enfin, tu vois, des Asiatiques qui vont lancer ça à Liège. C'est pas possible, quoi. On est sur quelle époque, là, à peu près? On est c'était il y a 15 ans. Donc, c'était en 2009, je pense. De 2008-2009. Parce qu'il a fallu le temps que j'apprenne et puis faire les essais et démarrer. Donc, de 2008, début 2009. Et là, j'ai vu ça et je dis à ma compagne à l'époque, je dis, je vais faire ça, moi. Tu sais, en rigolant, tu es en train de boire une bière, t'es relax à Paris. Le concept plaisait, parce que la cuisine te plaisait, ou c'est juste... une envie de changer aussi de métier? Oui, envie de changer de métier, c'est tourné un petit peu en rond. Fallait savoir que c'était un secteur où tu avais, je pense, 4 boîtes. Mm-hmm. Donc, tout le monde tournait un petit peu dans les boîtes s'associaient, puis se séparaient, suivant un petit peu le boulot qu'il y avait. Et donc, puis l'arrivée aussi des modules chinois, qui n'étaient pas agréés, tout le bazar. Ouais, qui ont un peu cassé le marché au niveau des prix, j'imagine. Qui ont un peu cassé le marché, et puis qui cassaient aussi tout le discours que tu avais de sécurité. On parle pour des enfants quand même. Et tu te rends compte que tu es dans un monde de businessman. Et moi, j'aime bien vendre les choses. Je les vends super bien quand je suis convaincu que c'est... quand tu es convaincu du produit. Voilà, convaincu du produit. Donc là, j'étais convaincu du produit du sushi. J'étais vraiment convaincu de ça. Et je dis, mais voilà. Donc, je prends... ton bureau, donc c'était la première pièce, on avait 3 pièces en enfilade à la maison. Je dis, je prends ton bureau en façade et je vais faire ça. Il me dit, mais c'est même pas cuire un œuf. On partait de loin.
on partait quand même bien de loin. Je savais beaucoup de servir des bières. Ça, pour les Liégeois, ils savaient bien à l'époque. Mais cuire un œuf, ouais, c'est vrai que je savais faire des pâtes. Je suis quand même italien un petit peu. Ah, il y a quand même des origines, effectivement. Il y a quand même 2-3 origines. Il y avait quand même maman qui était high level au niveau cuisine familiale. Ma grand-mère aussi. Et voilà, je me suis dit, non, feu. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Ça a l'air, au début, ça a l'air calme. Ça a l'air calme. Tu vois, ils sont là derrière, ils font leur truc, ils sont posés. C'est ça qu'il me faut, un truc, tu vois, carré, calme, tout le bazar. Et puis les sushis, c'est un peu du design culinaire. Bon, ouais, j'ai lu cette phrase. Je monte un peu en sauce. Ouais, mais c'est une phrase qui est ressortie. Du design qui se mange. Design qui se mange. J'ai travaillé aussi avec deux, trois journalistes ou personnes qui s'occupaient de la communication, qui font ça beaucoup mieux que moi, c'est sûr et certain. Moi, j'adore papoter, mais par contre, pour écrire ou avoir une belle plume, bon, ben, c'est pas moi. Mais par contre, oui, voilà, je me suis dit, mais il y a moyen de faire des trucs. Et mon ex-compagne à l'époque m'a dit, bah, écoute, tu as l'air d'être motivé, tu as l'air vraiment de le vouloir. Si je te trouve une formation pro, tu l'as fait. Si tu l'as fait, je te suis. Histoire que ce soit qualifiant et un peu reconnu, quoi. Histoire d'être légitime aussi. Légitime, et puis vraiment, j'avais envie d'apprendre... je sais très bien, et je pense que la caméra, vu qu'il y en a une aujourd'hui, voit très bien quand même que mon côté asiatique est très minime. On est plus sur l'Italie, voilà, on va dire. Dire qu'à l'école, on me tapait dans le Méditerranéen, tu vois, cheveux noirs, yeux noirs, petits. Voilà, le Méditerranéen. Parce que je crois que tu as fait l'Athénée aussi. Oui, j'étais repris en géographie comme le typique méditerranéen de la classe. Je ne fais pas mon origine non plus, mais je suis moitié marocain, donc forcément. Donc, brun, un peu de nom, mais voilà, c'est tout. Moi, j'ai même pas encore un nom. Moi, j'ai un nom Jean-Marc, tu vois, Pierre juste après, donc on était bien dans le catholicisme et dans l'italien. Jean-Marc Willem, effectivement. Oui. Et qu'est-ce que toujours pas asiatique du coup. Hein. Non. Enfin, Willem, c'est un peu tout et rien. Donc voilà. Et donc je reprends un petit peu mon histoire parce qu'on digresse un peu. Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver malheureusement. Donc formation alors. Donc formation, je pars là-bas, une formation dans le 2e arrondissement, vraiment avec des Japonais. C'était assez bien fait. Formation de 3 jours. Je me dis c'était un peu court et voilà. Mais je vais voir. Je ne réalise pas. J'ai fait de l'Horeca en tant qu'étudiant, mais pas en tant que patron ou en tant que restaurateur. Donc, je veux dire, c'est assez limité. Mais confiant, je me dis, bon, je vais aller voir. Le truc, sur le papier, avait l'air quand même assez bien fait. Et le mec, était efficace. Il était efficace, mais j'ai l'impression je fais du karaté par après, et ce qui n'a rien à voir avec le Japon, c'est juste pour te exprimer un petit peu. Mon sensei m'avait expliqué qu'à l'époque, le karaté n'avait pas voulu être enseigné justement aux Américains ou autres, parce que les Japonais voulaient garder un petit peu leur secret. Et ben, dans la cuisine, c'était un petit peu la même chose. On te montrait tout, mais on ne te montrait pas l'essentiel. Donc quand je suis revenu, j'estimais avoir tout vu. Alors qu'il te manquait sans doute l'essentiel, mais tu ne le savais pas à l'époque. Mais si je l'avais bien compris, mais j'avais compris qu'il fallait que je le travaille de mon côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je faisais mon boulot, puis la journée, je cuisais du riz, puis je testais, je faisais des tests avec des timings, des choses à la casserole, avec un cuivapor, avec tout. J'ai tout essayé pour comprendre la mécanique du riz. Et ça, c'est vraiment le truc que... Enfin, je ne vais pas dire très peu de gens le savent, parce que je veux dire, je ne suis pas non plus connu, mais très peu de gens le savent aussi, même dans les proches. Il m'a fallu au moins 8 mois pour arriver à avoir un riz qui me correspondait. Ok, un riz que tu pensais suffisamment bon pour faire un sushi parfait. Qui faisait, c'est-à-dire, j'ouvrais le bouquin où je voyais une vidéo et j'imaginais ce que ça devait goûter. Ok. J'avais goûté là-bas à Paris, j'avais goûté 2-3 trucs, mais j'avais mon idée. Elle n'était pas encore parfaite. Je trouvais que ce qu'on avait là
étaient encore un peu indus ou des machins, et qu'il n'y avait pas l'esprit que j'imaginais. Ok. J'ai pas été au Japon, comme tu n'as viens pas de été le au dire. Japon, ok. Je n'ai pas été au Japon. Toujours pas maintenant ? Toujours pas maintenant. Incroyable. J'ai une phobie de l'avion. Je pense qu'on m'a fait aller à 3 heures d'avion ici cette année-ci. Donc j'ai battu mon record et peut-être qu'un jour, en vieillissant, je vais arriver jusqu'à... 8 heures était au Japon. 8 heures et je suis au Japon, voilà. Donc bon, voilà. J'ai essayé de faire l'effort à un moment donné. Mais non, effectivement, je veux dire, j'étais... pas fan du Japon en lui-même, j'étais fan du produit. Oui, du concept du sushi, cette cuisine-là. Du produit, vraiment de la cuisine sushi. Je n'imaginais même pas encore la suite de ce que j'ai pu faire sur la carrière, on va dire. C'était vraiment démarrer avec ça. Mais puis après, j'étais prendre un cours ou l'autre avec un pote pour débiter des légumes, des choses comme ça. On essayait de se former par nous-mêmes et tout, à la découpe du poisson, à aller voir à Rungis avec le poissonnier, à aller voir vraiment les criers, comment ça se passait, pour aussi donner un sens à ce que je disais. Quand j'avais un thon, je voulais pas dire ça c'est un thon rouge, je sais pas ce que c'est, il vient de la mer. Non, je savais d'où venait mon thon, je savais qui l'avait découpé. J'ai rencontré les gens, j'ai découpé avec eux, j'ai vécu le moment pour savoir comment c'était compliqué, voir les bêtes, voir tout ce qu'on te raconte comme bullshit, on va dire au niveau restauration ou produit. Quand tu vas dans n'importe quel magasin et tout ça. Moi, ça me fait toujours marrer quand on dit, en Belgique, votre poisson, il est frais. Oui, il est frais. Mais un poisson que tu vas pêcher en Atlantique, il n'arrive pas le matin à Rungis. Non, il ne peut pas arriver frais. Donc, il y a des systèmes. Alors, on me demandait, est-ce que vous le congelez ? Parce qu'on avait entendu sur TF1 qu'il fallait congeler les choses. Mais je dis, vous savez quand même qu'un poisson, quand il revient... De là où il a été pêché. Il a déjà été congelé normalement. On le congèle à moins 120 dans des hyper-freezers. Et puis, on appelle ça du refresh. Ouais, comme les crevettes, c'est pareil aussi. Elles sont directement sur le bateau congelé pour arriver fraîches, certes, mais c'est pas le port espagnol où tu as vraiment une petite pêche, je vais dire, de pêcheurs. C'est pas au stand où le poisson a été pêché là. De toute façon, même au stand, tu as très peu de poissons que tu peux... Mauvais exemple. Ouais, mauvais exemple. Mais je veux dire, voilà, ou comme les poissons de rivière, même tout frais, ils ne sont pas frais. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a trop de... C'est la salmonellose dans les rivières, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas... Mais c'est vrai que j'avais entendu qu'il fallait congeler le poisson 24 heures minimum avant de pouvoir le travailler en sushi ou quelque chose comme ça. Ou... Non, c'est faux. C'est faux. Voilà. La seule chose qu'il y a en sushi, de méthodes traditionnelles, de ce que j'ai pu voir, ce sont des conservations. Donc des méthodes de saumurage, des choses comme ça, pour détendre un petit peu la chair. Donc certains sushiyas font ça, ils détendent la chair avec des saumures et des choses comme ça pour donner aussi certains goûts. Oui, ou donc, même de la maturation. Ou de la maturation, voilà. Mais pour donner des goûts différents qu'un simple thon frais. Voilà. Et puis... Alors, le saumon, je dis beaucoup des voilà en fait. Voilà. Je m'en rends bien compte. Voilà, je suis factuel dans ce que je dis. Voilà. Mais c'est bien, tu es sûr de ce que tu dis, ça c'est important. Mais c'était... Alors, oui, comme je t'ai dit, je vais digresser quand même pas mal, mais effectivement, c'était pour expliquer que le but de ce que je voulais faire, c'était comprendre dès la base. Je m'étais dit, il y a très peu de produits. Du riz, du vinaigre, un peu de sucre... Et du poisson. C'est ça, c'est très peu d'éléments, mais avec énormément de combinaisons différentes, en fait. Oui, mais si tu ne maîtrises pas les éléments de base, comment est-ce que tu veux faire du bon ? C'est ça. Alors, c'est aller chercher aussi la super qualité au niveau de ton riz. Mm-hmm. Le riz, il y a très peu de gens, ils voient riz basmati, riz à risotto et riz à sushi. Oui, mais riz à sushi, c'est comme le vin, quoi. Tu as des cépages totalement différents. On en cultive partout dans le monde.
chaque année est une cuvée différente ou des moments où, avant, il y avait toute une époque où la Californie, c'était l'Eldorado du riz. Et puis avec le feu qu'il y a eu, on n'a plus pu continuer le riz américain, machin. Il n'y a pas que le riz japonais, tu as des rizières en Italie, dans le nord. Tu as énormément de rizières. Moi, je pense qu'on reçoit beaucoup de riz à sushi, justement, dans les magasins classiques, qui viennent en fait d'Italie plutôt que de Japon, tout simplement. Et ici, j'ai découvert un riz qui venait du Pérou. Okay. Voilà, qui est quand même du koshikari. Donc, je veux dire, la variété japonaise. Il y a plusieurs variétés, mais la plus qualitative, c'est le koshikari. Voilà, mais tu ne le prends pas nécessairement au Japon. Tu peux l'avoir ailleurs parce que le temps a fait que la meilleure fournée de l'année est là. Donc, parfois, je tourne un peu avec différents riz. Les gens ont l'impression que c'est toujours la même chose. Ouais. C'est ma façon de travailler. C'est la façon de retravailler le riz. Parce que chaque fois que tu as un nouveau riz, il faut aussi refaire les timings de cuisson, voir un petit peu comment est-ce qu'il prend, le lavage, des choses comme ça. Donc, c'est du fine-tuning. Mais oui, on parle jamais que de riz. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre voilà. Un peu exceptionnel. Parce que moi, je trouve, je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre interview, etc. Mais je pense que, pour moi, mes sushis préférés, en tout cas sur Liège, sont les tiens. Bon, c'est un peu chauve, un peu prétentieux de le dire, mais en fait, moi, depuis que je suis rentré du Japon, j'évite de manger des sushis, en fait, parce que, effectivement, au Japon, les sushiyas, c'est les shops à sushis, en fait. C'est là où on mange les sushis au Japon, c'est les petits comptoirs, c'est ça. Et en fait, c'est très ritualisé, par contre, au Japon, donc je pense que l'apprenti qui veut apprendre à faire des sushis va mettre 10... Enfin, c'est les légendes, après, bon, faut voir sur place, je ne sais pas. Oui. Mais c'est 10 ans à travailler le riz. Ensuite, on commence à apprendre à couper seulement. Enfin, c'est très ritualisé. Alors que, en fait, pour faire un bon sushi, oui, il faut être hyper intéressé, connaître son produit et ne pas hésiter à faire des tests comme tu as eu l'occasion de le faire pendant pas mal de temps, j'imagine. Parce que maintenant, ça fait combien de temps que la boutique est ouverte ? Ça fait 15 ans. 15 ans déjà à faire du sushi et à continuer à te renouveler. J'avoue qu'il a fallu quand même du temps et j'ai vu mon produit évoluer. Il a, je vais dire... il s'est stabilisé il y a 6-7 ans. Ouais, donc. Mais il m'a fallu quand même 5-6 ans pour vraiment évoluer le produit, arriver à ce que je voulais. Et du coup, tu as quand même pu avoir le temps, parce que finalement, tu étais un peu un des premiers à faire ça, avoir du sushi en tout cas qualitatif et être exclusivement sur le sushi. Oui, exactement. Oui. Que là, maintenant, tu lancerais une boutique de sushi, il faut être... Si je n'avais pas mon background, et comme tu dis, au niveau timing, je pense que je n'y arriverai pas maintenant. Il y a trop de marchés, il y a trop de choses qui sont les mêmes. Les gens s'attendent à un produit. Voilà, ici, je suis confronté systématiquement, si pas un jour sur 3, vous n'avez pas des sushis poulets. Et je combats ça. À un moment donné, si tu veux du poulet, va chercher du poulet. Oui, il y a plein de boutiques qui font du poulet. Fais-toi du riz chez toi, va faire du poulet. Quel est l'intérêt ? Alors, je dis pas qu'il faut pas faire. Certains mélanges ne sont pas bien. Il faut le faire un petit peu gastronomique. Mais si le but est d'avoir des crevettes tempura et du poulet, ça reste du fast-food. Oui, c'est ça. Ici, le but est quand même de donner un mets gastronomique. Travaillé, compris, avec un équilibre dans les saveurs. Donc, je ne refuse pas une saveur, mais c'est pas pour faire une tomate séchée chèvre et juste mettre du riz autour. Parce que c'est la mode de faire ça. Voilà. Je crois parce que tu fais quand même des sushis, je veux dire, assez traditionnels. Ouais. Plutôt classique, du thon, du saumon, même si le saumon, on peut contester au Japon, mais en tout cas, oui, tu as des J'ai voulu en parler tout à l'heure, mais c'était déjà des propositions assez classiques japonais. Par contre, tu te permets aussi quand même des associations, je trouve, assez originales. J'ai souvenir d'une anguille au whisky, j'avais trouvé au Porto. Au Porto. Toujours à la carte. J'avais trouvé ça incroyable à l'époque. Et je n'en suis pas l'initiateur. C'est vrai ? C'était un délire avec Lilou. Okay. Que tu connais aussi. Oui, bien sûr. Voilà, certains connaîtront. Oui, je pense. Voilà. Connu aussi, il fait aussi de la cuisine ici dans la région. Oui, bien sûr. Et
Et on cherchait l'anguille. Et on était parti aussi, on était encore en mode un peu alcool à ce moment-là. On avait fait l'anguille au Porto et on avait fait le crabe avec une sauce au Jack Daniels. Parce qu'on trouvait que ça fonctionnait bien, le côté banane et tout. Ouais. Bon, l'alcool n'était pas nécessaire. Il y aurait peut-être moyen de trouver. Maintenant, je te referai une sauce un petit peu banane comme ça, sans nécessairement passer par un Jack Daniels. Mais par contre, l'anguille comme ça, qui a été caramélisée dans du Porto, parce que elle est caramélisée en fait, Porto et soja. Oui. Et ça, c'est toujours ma carte, c'est un power seller. Et on vend ça avec à la base, c'est un petit morceau de melon. Et maintenant, on a passé ça en petite gelée de melon, qui est plus facile à présenter, voilà, qui est beaucoup plus facile à mâcher. Et donc, ça passe beaucoup mieux. Ça, tu vois, c'est une évolution qu'avant, on se cassait la nénette à mettre un petit cube de melon à chaque fois dedans. Faut qu'il tienne. Faut couper. C'est du travail en plus, finalement, parce que c'était un petit gel, là, c'est pas mal fait. Le petit gel, c'est élégant, je trouve. Je trouve ça super joli, moi, à chaque fois, les petits gels. Et puis, c'est plus doux en bouche, ça passe top. Ça se mélange mieux avec tout le reste également. Puis tu peux aussi concentrer les goûts, tu vois, donc voilà, il y a plein de trucs. Et du coup, dans la création de ces pièces, tu as eu l'occasion de gérer tout ce qui était design industriel, etc. Donc, tu es une société, en tout cas en management, etc. Donc, ça t'a apporté aussi quelque chose, une expérience dans la gestion de société? Alors, effectivement, donc moi j'ai démarré dans les aires de jeu et en indépendant complémentaire, j'ai fait des images de synthèse pour l'architecture. Donc ça aussi, c'était un truc innovant. Okay. J'ai bossé un petit peu là-dedans. Ça a été mon premier job d'ailleurs, avec 3 architectes liégeois. Et j'ai commencé mon boulot là-dedans, qui m'a donné d'ailleurs accès à l'autre boulot d'aire de jeu, parce qu'il fallait maîtriser des programmes de 3D pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est avant 2009. Ouais, avant 2009. Donc, les années 2000. J'ai démarré en 2003, je pense, 2004. Et 2004, je pense. Et donc, le côté de vie, le côté entrepreneurial, voir un petit peu tout ça, j'avais déjà développé. Et puis, avec mon métier et le fait d'être directeur, je devais présenter des devis, je devais aller faire du démarchage. J'avais tout le bureau à gérer. Donc, ce côté-là, pour moi, il était déjà pas mal acquis. Et j'ai bossé quand même 5 ans dans le carré, puis sous Station. Donc, plus dans l'événementiel, alors, du coup, ça plus dans le côté café. Ouais. Mais ça veut dire que j'avais déjà une vue sur l'événementiel, ou ne fût-ce que comment préparer un bar, des fonds de caisse, un peu de la gestion journalière, discuter un petit peu avec les patrons, avec le gérant. Tiens, comment est-ce que tu as fait ça? Ils avaient un restaurant aussi, le Souhait, là-bas. Donc, tu vois, je veux dire, j'avais eu le temps de voir un petit peu le mécanisme d'organisation. Le mécanisme d'organisation, de brigade, de choses comme ça, même si j'y travaillais pas nécessairement. Mais voilà, tu comprends vite comment tu t'observes, tu apprends. Ouais, voilà. C'est ça. Et par rapport à Attrape Sushi, t'as tenu ça, pardon, c'est toujours hyper actif, ça fonctionne toujours, j'imagine. Oui. T'as un peu changé le concept, je crois que tu fais aussi de la dégustation sur place, ou c'est toujours que de l'emporter maintenant? Alors, en fait, on a eu plein de choses totalement différentes au fur et à mesure des années, alors qui sont faites par les personnes qui sont venues me rejoindre. J'ai quand même eu quelques associés qui sont venus, qui sont partis. J'ai eu des employés aussi qui amenaient des choses. Très peu d'employés, en fait, de l'Horeca. Beaucoup de passionnés de cuisine, mais très peu d'employés d'Horeca. Et donc, on avait on ne se mettait pas nécessairement de limites sur les formules et autres. On a fait un premier test sur les lunchs le midi. Okay. On faisait des événements, on faisait les lunchs le midi, on faisait des cours de sushi aussi les lundis. Et puis, on a développé en 2014 un concept un petit peu plus fusion du côté d'Herstal. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'était quoi le projet? C'était Two Cup. C'était
un petit restaurant dans le magasin, enfin qui était avant pas qu'un magasin, c'était carrément en fait toutes des grandes marques. C'était du côté d'Herstal. Oui, mais c'était du côté d'Herstal sur l'ancien terrain de foot, un peu en contrebas comme ça. C'était, t'avais fait énormément de grandes marques et malheureusement, le magasin s'est réduit. On s'est retrouvé avec un H&M à côté de nous. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout le public cible qu'on avait misé. On a repris tout ça. On a ouvert le ramen avec le mobilier. Ok. Parce que j'avais une envie de... ne me demande pas pourquoi, mais de revenir à une street food comique. Comique. Ok. Donc là, on est sur le ramen bar. C'est-à-dire plus légère. Attrape Sushi était devenue une machine avec... on avait au moins 3-4 employés qui travaillaient par soir. Alors, ça a l'air d'être peu, mais juste pour faire des sushis en emporter, je trouve que c'était déjà pas mal. C'était déjà une belle équipe. 4 le vendredi, des choses comme ça. Et j'avais envie de souffler et de me dire, je vais faire un produit qui va être aussi qualitatif, mais complètement autre chose. C'est le côté un peu designer. J'avais envie d'avoir un univers complètement manga et un peu Gorillaz. Ah oui. Que j'aimais bien. On se rend compte dans la DA en fait. Ouais. J'avais quand même la chance d'avoir mon ex-compagne qui était quand même légèrement doué au niveau de l'illustration et graphisme. Ouais, on y est. Donc, je me suis fait plaisir là-dessus. Et donc, je lui ai demandé de me faire une fresque. Et le ramen, faut s'imaginer, je peux faire la parenthèse, que quand je crée le ramen, c'est tout un ensemble de tous les endroits où j'ai travaillé, en fait. Donc, il y avait le pot au lait, c'est les fresques. Ouais, parce que quand tu vas au pot au lait, t'as les fresques. Tu avais l'escalier, j'avais récupéré la vieille sono de l'escalier, une des premières sonos, qui ne fonctionnait plus et que j'ai fait fonctionner avec 2-3 trucs. Il y avait, quand on a démarré, c'est pas un endroit où j'avais travaillé, mais c'était le restaurant d'un pote, les coudes sur la table à Hambourg, chez Baudouin Galère. Il avait une grande table d'amis, comme il appelait ça, et j'avais fait une grande table d'amis. Donc j'avais récupéré vraiment tous les trucs, des bons souvenirs de ce que j'avais eu, avec aussi en cuisine la rigueur Attrape Sushi. Et on était parti sur le thème du ramen, parce que on reste sur le Japon finalement. On l'avait déjà fait un petit peu à Herstal. On était déjà parti sur des bouillons, on avait déjà testé ça. Le chef de l'air de rien, de l'air du temps, oui. Il avait démarré un truc qui s'appelait aussi à cette époque-là les petits bols sur Bruxelles, je pense, qui étaient aussi des espèces de petites choses comme ça, de petits mets japonais, notamment des bouillons et tout. Et donc j'étais parti dans cet univers-là, mais c'était vraiment les prémices. D'accord, ok. Et puis quand on a ouvert le ramen, là on a vraiment cherché les bouillons. Ouais. Donc là le ramen, 3e projet. Officiel. Enfin, je veux dire officiel. Il y a eu Crock'n'Roll, qui est un festival. D'ailleurs, ton cousin a toujours le palmarès du plus gros, je crois que c'est 30 tranches de pain qui s'est enfilé au niveau croque. Crock'n'Roll, c'était des pains ronds comme ça, vendus, enfin des pains ronds, des croques, quoi, mais avec des goûts différents, vendus dans des pochettes à 45 tours. Et on avait fait faire un pain rond pour que ça ressemble à 45 tours. Okay. Et donc, tu avais différents goûts différents. Et on avait fait ça sur festival. Okay. Et ça, c'était un projet que j'avais fait pour un pote qui s'était séparé, qui habitait chez moi. On s'était fait le délire de faire ça sur l'événement. Okay. Malheureusement, pour le projet, parce qu'après, le pote, lui, a bien roulé sa bosse, mais il n'était pas indépendant. C'était pas son truc d'être indépendant, ça le stressait fort. Il aimait bien le projet, mais voilà, il ne s'y voyait pas. Donc, on n'a pas entériné ce projet-là, et c'est comme ça qu'on est parti sur Herstal. Donc, oui, 1, 2, 3, 4 projets. Donc, c'est le 4e projet vraiment qu'on fait. Et c'est vraiment Attrape Sushi, j'imagine, qui te met un petit backup, qui te sécurise aussi, et qui te permet... Alors,
Ouais, le côté, si on parle en côté un peu HEC. Entrepreneur. Oui, c'est la vache à lait, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est la vache à lait, oui et non, parce qu'il y a eu des hauts et des bas au niveau des périodes, mais c'était toujours un truc sécurisant pour moi, dans le sens où, dès qu'il fallait réduire la voile, parce qu'en entreprise, il y a des moments où sur 15 ans, tu as des réductions de voile. On a quand même vécu... Sans parler du Covid. Les travaux dans la rue pendant 4 ans. On a eu aussi les inondations. On l'oublie. De ce côté de l'eau, effectivement. On était quand même bien dans les inondations. Pas nécessairement que j'ai perdu énorme dans les inondations, mais on était au milieu du jeu de quilles. Ouais, c'est ça. Avec, pendant 2 mois, des crasses partout dans la rue. Ce qui donne vraiment envie de venir chercher des sushis. Oui, c'est un peu plus compliqué même d'accès. Ça a dû être compliqué d'accès en plus. Complètement. Et là, heureusement que j'étais dans différents magasins pour pouvoir vendre mes produits. D'une autre manière que juste le shop. Voilà, juste le shop. Donc ça, on a essayé de se renouveler quand même énormément de fois. Et ça se voit pas pour les autres, mais oui, le restaurant a changé. Et à un moment donné, je me suis dit, hop, stop, on réduit le tout, le ramen, attrape sushi, et je fais ce que j'aime bien avec une employée je parle pour attrape sushi ici, avec une employée qui est là avec moi. On se comprend très très bien, on est en qualitatif, on a une manière de bosser qui fonctionne bien. Ça, je suis assez content de ça. Et où je reprends plaisir aussi à refaire des choses, même des TikTok et des trucs comme ça. Oula. On se met dans les trucs de jeunes. Il faut de la com. Il faut faire de la com. C'est ça, il n'y a pas le choix de s'en occuper. J'ai l'impression depuis des années d'être plus un troubadour de la cuisine qui doit être là. Mais je ne suis pas le seul. Ouais, mais je pense que tout est lié, parce que tu vends des sushis, ok, tu vends des ramen, mais je pense que tu vends aussi, entre guillemets, ta marque, donc tu te vends toi-même. Et si les gens voient ton visage et voient la personne, je pense, qui leur fait à manger, pour moi, il y a un petit truc de confiance qui s'installe. Et un petit côté familial. Et c'est ça. Et t'as plus de sympathie à aller voir un gars qui te sourit, qui dit bonjour, ah ça va, on s'est déjà vu il y a quelques fois ou quoi, que d'arriver dans un resto, monsieur bonjour, où t'es un peu impersonnel, quoi. Je pense que c'est une belle idée de se mettre en avant. C'est un truc que j'aime vraiment bien. Et alors après, on peut parler cuisine, on peut parler autre. Le master boss de Liège à ce niveau-là, c'est Dimitri de la Fontaine d'Athéna. Tu peux aller manger là-bas. Je connais le nom du resto, mais tu peux aller manger là-bas. Oui. Okay. Il y a 20 ans, le mec sait ce que tu as pris comme boisson, connaît ton nom, sait te redire le truc. Il a une mémoire de taré. Lui, c'est ce qu'on appelle le portefeuille client type de l'entrepreneur. Incroyable. C'est-à-dire que, on est sur une cuisine familiale, ça n'a pas changé depuis 30 ans, je pense, que le truc est ouvert. Mais tu as des potes restaurateurs, tu vois leur qualité. C'est ça. Et lui, étonnamment, c'est le seul restaurateur qui est en salle, que je connaisse depuis des années. C'est sa maman qui est toujours en cuisine. Ouais. Donc on va dire oui. Mais on appelle chez Dimitri parce que c'est lui. C'est son resto. C'est lui qui, justement, voilà, c'est lui qui gère et représente vraiment le truc. Mais tu peux aller bouffer là une seule fois, le mec connaît. C'est vraiment à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça, j'aime bien aussi le faire quand les gens viennent. Je n'arrive pas nécessairement à remettre les noms, les trucs et tout le bazar, mais j'aime bien, on s'est vu, je vous retape ou quoi. Je fais beaucoup allez, je me mettrai un petit peu socialement, je vais encore mettre un petit peu partout. Donc, ouais, je pense qu'il y a 2-3 expériences passées qui font que... ouais, même encore présent, j'aime bien continuer à parler, transmettre des choses comme ça. Donc, je t'ai encore donné des cours, j'étais une petite conférence ou l'autre, voilà, ou tout simplement dans le sport, des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu fais comme sport ? Tu fais encore des trucs je ne fais plus de karaté, par contre, qu'à un moment donné, je tapais sur des petits jeunes de 18 ans, ça ne m'intéressait plus. Mais non, parce que dans le sport, je veux dire. Ouais, dans le sport, évidemment. Non, j'ai fait plus de 10-12 ans de karaté. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, je me suis pris de passion pour le golf.
étonnamment trop tôt pour mon âge. Mais non, je veux dire, pour les gens, c'est toujours un sport de vieux. C'est un sport de vieux, ouais. Mais il serait assez surpris. Mais c'est un sport de stratégie, c'est un truc qui te vide la tête. Tu te combats toi, tu te combats tes angoisses. Oui, tu peux jouer super bien un jour, et même en t'être entraîné comme un fou, et être une vraie sous-merde le lendemain, alors ne pas comprendre pourquoi. Parce que juste ton mental n'est pas assez fort. Et donc, tu travailles ton mental énormément. Encore une fois, c'est des choses très philosophiques. C'est ce que j'aime bien dans le côté japonais qu'on imagine, avec ce côté travailler, sa philosophie, la tradition et le... Entre modernité et tradition. L'esprit aussi, tu vois ce que je veux dire. Vraiment travailler ton esprit, essayer de t'améliorer, et toujours, voilà. Donc, c'est un truc qui me convient bien. Je vais dire Kaizen, comme ça, pour les algorithmes, ça passe super bien, tu vois. Ouais, voilà, on va monter dans les échelons. Mais là, je comprends. Après, j'avoue, moi, j'ai déjà un peu tapé la balle aussi. J'ai déjà eu l'occasion de faire un peu de golf. C'est vrai qu'on se retrouve fort seul dans sa tête. Mais par contre, je veux dire, on n'est pas angoissé par des pensées intrusives, en fait, parce qu'on est vraiment sur son moment, sur ce qu'on fait, sur la balle. Sur 3 cm. Et sur là où tu vas. Point. Et il y a ce côté aussi, bon, c'est un sport que tu fais quand il fait beau, c'est assez détente. En général, tu es là avec des amis. Moi, j'aime bien. J'ai pas l'âge non plus, paraît-il, pour ça, mais en vrai, je trouve ça très agréable. Il y a des jolis clubs en plus. Il y a vraiment des jolis golfs ici dans la région. Donc, ça permet aussi de sortir. Il y a tout un moment où on me dit, mais tu pars pas en vacances. Mais je dis, moi, mes vacances, c'est sur un terrain. Oui, c'est sur un petit green. Je dis, il y a déjà quelques pas. Tu montes, tu sais, quand tu as Gomzé, que tu as la belle vallée qui est là. Et quand tu fais un golf, c'est quand même entre 4-5 heures. Ouais, c'est ça. 4 heures quand tu es tout seul, 5 heures, 6 heures en compétition. Donc 6 heures sur un terrain, tu as intérêt à apprendre à te nourrir, à boire, à focaliser tes échecs parce que tu ne réussis pas tous tes coups, à continuer à voir sur la performance. Donc je veux dire, il y a quand même des choses à voir. Enfin bon, on n'est peut-être pas là pour parler golf, vendre le golf, mais ça reste dans le côté passion de ce que j'aime bien, c'est-à-dire que j'aime bien me passionner pour des choses et découvrir et comprendre. C'était vraiment comme ça que j'ai démarré les sushis. Démarrer et comprendre. Je pense que rester enfermé dans sa cuisine et ne faire que sa cuisine, tu te fermes tellement de portes. Et je pense que s'ouvrir des portes à plein d'autres choses te permet justement de raccrocher, de trouver de nouvelles idées simplement. Éviter de prendre tes couteaux bien aiguisés pour te faire un commis. Oui, faut se détendre en fait. Un chef de salle ou des trucs. Faut se détendre un petit peu. Faut sortir un petit peu, faut voir les gens. Le boulot c'est cool, mais il n'y a pas que ça. Même si le boulot nous passionne. On parlait du personnel ici, mais pas que le personnel. Tu arrives le matin, tu n'as rien demandé. Paf, ton lave-vaisselle qui pète. On parle d'entrepreneur. T'arrives, t'as l'évier, t'as le joint qui pète, t'as de l'eau qui commence à aller partout. T'as commencé ta journée, t'as juste ouvert un robinet, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Et tout le monde l'a connu, ça. Et là, on est sur des frais en plus, pas prévus. Voilà, et hop, mon frigo. On dit souvent aussi que le rôle du patron, c'est pas de travailler, c'est de régler les problèmes de tout le monde. Oui. Je pense que c'est un peu ça. Donc, et c'est ça qu'on discutait un petit peu tout à l'heure dans les couveuses, hors bidule, mais c'était pour revenir. On parlait du côté entrepreneurial où, quand t'es patron, que tu décides de démarrer ton truc, c'est fini. Ton problème n'est plus de savoir si tu vas bien dresser ta... Tu n'es pas que cuisinier. Bien dresser ton assiette. Bien dresser ton assiette, c'est ton minimum, quoi. C'est ton minimum. Ce qu'il y a, c'est qu'avant de dresser ton assiette, tu as réglé 400 problèmes, et puis tu t'es dit, OK, je vais mettre mes gants, je vais aller en cuisine. C'est parti. Et c'est parti. Ouais, tu ne serais que cuisinier. Tu pourrais pas gérer une entreprise, en fait. C'est pas suffisant. Mais non. Faut avoir cet esprit entrepreneurial et être prêt à affronter... Oui, ça peut bien se passer, ça va bien se passer. Ça fait 15 ans que ça se passe, pour l'attrape sushi en tout cas. Oui. Ça s'est pas toujours bien passé, mais on est là, et tu te relèves. Mais, évidemment, le renouvellement dans toute entreprise, ce n'est pas que pour attrape sushi. Toute entreprise doit se renouveler. Parce que ça va tellement vite
aussi maintenant dans toutes les nouvelles idées, dans toutes les technologies. Et les technologies, elles servent à tout le monde. Hein. Je veux dire, ne fût-ce qu'un téléphone que tout le monde a en main, ça sert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas apte à utiliser ton téléphone, une application, un truc, bah, t'es mort. Ouais, c'est ça. Et toi, tu l'utilises du coup pour la communication, entre autres? Bah, pour la communication, et puis tes horaires, Google, hein, Facebook, on a beau dire tout ce qu'on veut. Ah, mais vous n'êtes pas sur Facebook? Ah, vous n'avez pas vos horaires sur Google? Ben, j'ai un site internet que j'ai déjà payé bien cher. Pourquoi vous n'allez pas? Parce que c'est fini, les gens ne vont plus voir, ne vont plus chercher. Je vous sonne parce que vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Ben, c'est noté juste à côté du numéro de téléphone que tu vas te chercher sur Google, mais les gens veulent tout vite, ou comme ça les arrange. Donc tu es obligé, c'est pas négatif ce que je dis, c'est-à-dire que tu es obligé, toi, de parer à tout ce genre de problèmes. Oui, tu es obligé de t'adapter finalement à tout ce qui se passe et tout ce qui se fait et tout ce qui est demandé. Avoir un coup d'avance. C'est ça. Avoir un coup d'avance, ou en tout cas suivre les tendances. Les traceurs, ouais, c'est ça, les tendances, et ça va super vite. J'ai dit Kaizen, mais je crois que c'est même déjà vieux, tu vois. Oui, c'est ça. Le reportage a plus d'1 an, c'est hier, on est foutu. Ben, oui, il y aura un moment donné où voilà, ce type de format sera complètement has-been ou quoi, et c'est affreux, mais bon, c'est comme ça. On digresse fort, hein, mais du coup... on parle d'entrepreneuriat, donc on digresse, finalement, c'est varié l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Et alors, on était au Ramen Bar. Oui. Et là, du coup, le ramen, ça fait 8 ans, c'est ça? 8 ans, on a fêté les 8 ans au mois de mars, oui. Félicitations, trop bien. Ça se passe toujours bien? Ça se passe toujours bien, oui. Très, très bien. Là aussi, une chouette équipe qui va se renouveler avec des jeunes, qui sont assez comiques d'ailleurs. Il y a à nouveau des gens pas du métier, mais plutôt passionnés alors. Pas du métier, il y en a l'un ou l'autre. C'est étonnant, celui qui est le plus du métier être en salle parce qu'il ne voulait plus être en cuisine, et finalement ceux qui étaient en salle se retrouvent en cuisine. C'est rarement la cuisine qui va en salle, hein. C'est souvent l'inverse en général. Je ne sais pas, mais bon voilà, moi c'est tant que la personne aime bien ce qu'elle fait, apprend aussi à la même vision que moi. Enfin, je n'aime pas dire la même vision que moi, ça fait un petit peu le dictateur, mais je veux dire la même vision d'entreprise que j'ai envie de développer. L'envie de bien faire, au moins. L'envie de bien faire, voilà. Bah, ma foi, tu as envie de travailler ailleurs, bah, voilà. Et s'il faut à un moment donné, que tu as envie de prendre des heures en cuisine et que l'autre a envie de souffler, bah, feu. Hein. Allez-y, échangez, tant que le travail est bien fait de chaque côté. Oui, ça s'est déjà vu dans d'autres secteurs, c'est pas un souci. Mais voilà, j'ai une équipe de jeunes. Et je commence à dire jeune maintenant, parce que j'ai 48 ans, donc ce qui n'est pas vieux en soi dans tous les métiers, mais en Oreca, c'est un peu comme les joueurs de foot. Hein. Tu commences à pas avoir les genoux qui craquent un peu, les arthroses dans les mains, des choses comme ça. Ça a l'air anodin, mais ça parle quand même. Et puis aussi de la génération, comment est-ce qu'elle voit le travail. Ah oui, voit le travail maintenant. Voit le travail maintenant. Ils ne veulent plus nécessairement des temps pleins. Ils veulent des mi-temps parce qu'ils ont, pas un autre mi-temps, mais une passion à côté, des choses comme ça, où ils ont assez. Ils n'ont pas envie de s'embêter pendant 38 heures. Alors après... Oui, il y a cette idée de carrière qui n'existe plus du tout, je trouve, à notre époque. Ou différemment, dans les générations qui arrivent. Différemment, voilà. Même déjà nous, on est du genre à changer de carrière, mais en ayant toujours un esprit d'entreprendre, à travailler 40, 50 heures semaine, des choses comme ça. T'as plus ça maintenant. On ne travaille plus pour vivre. Il y en a certains qui le font, mais je veux dire, il y a différentes choses. Je pense que maintenant, le panel d'ouverture des gens est assez évolué. Et les envies, tu choisis un petit peu à la carte, un petit peu comment tu veux vivre ta vie. Ouais, le côté papa, maman, enfant, maison, chien... c'était les standards. Alors t'en as qui retournent là-dedans, très fort. Et puis t'en as d'autres qui, eux, sont plus en mode hippie, ou... je veux dire, ne pas acheter de maison. On va pas dire marginal, mais... Travailler un peu et puis partir en vacances pendant 1 an. Voilà, pour vivre des expériences, en fait. Et donc, mais c'est pas mauvais. Ah non, je pense pas que ce soit mal en soi. Toi qui as fait des expériences aussi, qui est parti. On en a parlé avec David Jolet lors d'une précédente interview. Renseignez-vous sur le PVT, sur le Working Holiday. Si vous avez moins de 30 ans, je trouve que c'est un truc qu'on doit faire. Je trouve ça incroyable. Si vous avez pour l'avion, pour ceux qui ont l'occasion. Le bateau. Oui. Mais oui, bien sûr, il faut avoir le temps pour avoir l'occasion. C'est un peu plus long, mais c'est sympa. Ouais, le Japon, c'est
je sais pas, 3-4 jours peut-être, une semaine. Ouais. Je sais pas, je me suis pas renseigné étonnamment. Tu vois, je suis parti en avion, ça marchait bien. Train, non, il n'y a pas moyen. Ça fait un beau voyage. Bah ouais. Ça doit faire un beau voyage. Ça, par contre, c'est un voyage que j'aimerais bien faire. Faire bon. Maintenant, c'est pas la bonne période. Faire hein. une petite pause dans les sociétés, apparemment, mais. non, j'aurais bien voulu faire le Transsibérien, la machin. Ouais, ça doit être un voyage de fou. Mais je crois que c'est un truc qu'on avait encore dans les mangas aussi quand on était petit. Ce côté où il partait, il y avait un dessin animé avec ça. Ouais, moi, je me souviens du Tour du monde en 80 jours. Oui, mais en manga, je parle. Oui, c'était pas mal. Et c'est un petit peu le même trip comme ça. Ça me dit un truc, ouais. Enfin voilà, mais évidemment, je pensais plus au train. Maintenant que j'ai pris l'avion, que c'est le casque. Tu vois, j'ai un casque en anti-bruit et tout ça. En anti-bruit. Ouais. Ça m'a changé tout. Mais en fait, ça me désangoisse. Ouais. Tu te rends pas compte que tu es dans une boîte en métal qui va à 700 km/h. Je n'ai aucune idée de quelle vitesse ça va. Mais oui, ça doit être dans le truc. À 10 000 mètres de hauteur. Moi, c'était ça qui me... Tu vois, les espèces de mini-trous d'air. Ouais, c'est ça, les perturbations. Ça me rendait malade, en fait. Ok. Et maintenant, ça va, parce que je m'en rends plus compte, comme si c'était une route, tu vois, un peu cabossée, genre quand t'es à Warem, dans les champs. Belgique, quoi. Ouais, on a l'habitude, en fait. Hein. Limite, je crois que c'est plus stable dans un avion. Je dis ça parce que je suis allé chez un de mes cousins, et je me suis dit, c'est pas possible, la Belgique, avec leur route, tu remets un chewing-gum sur un chewing-gum sur un chewing-gum. Ils refont des routes près de chez ma mère, je n'ai pas compris pourquoi, elle allait très bien à la route. Donc c'est celle qui passe devant Bierzet, j'ai pas compris pourquoi ils retapent tout là, alors qu'il y avait... Pas de problème. Non, je sais pas. Il y a du budget, autant en faire quelque chose. Peut-être le mettre ailleurs. Dans deux communes où c'est pas. Enfin, bon, c'est la Belgique. Ouais. Et justement, tu vois, on est dans les rénovations de route, ça n'a rien à voir, mais Souverain à Pont, là où tu as eu l'occasion d'installer le ramen bar, il y a eu quand même une énorme évolution, je trouve, dans la rue. Il y a eu un vrai regain d'intérêt pour ce quartier. Je sais pas si c'est un petit quartier en soi, mais en tout cas, avec Neuvis qui a été refait il y a pas longtemps. Oui. La place du marché, qui est quand même, je trouve, assez attractive. Alors ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un travail de la ville, un travail assez colossal de la ville, pour réhabiliter certains quartiers, qui s'appellent le quartier Grand Léopold. En fait, cette rue était une rue à trottoir, et ils en ont fait un piétonnier, notamment en Souverain Pont. La petite rue Neuvis, je pense qu'elle était déjà en piétonnier. Oui, sûrement. Mais la rue Souverain-Pont, et puis on connaissait ce que c'était que la rue Souverain-Pont pour certains plus vieux. Et il y en a encore. Hein, il y en a encore. Si tu regardes bien. On parlait de trottoir il n'y a pas longtemps, faites le lien, on était par là. Exactement. Mais en tout cas, donc leur but était de refaire une rue de designer, comme ils appellent ça, de jeunes artistes, et de faire du créa shop avec des espaces pas chers, loués par la ville, et une obligation pour les propriétaires d'avoir une subvention pour refaire la façade, pour que toute la rue soit refaite. Donc les propriétaires recevaient des subventions par rapport à ça. Ça a été plus mixte qu'en Neuvis. En Neuvis, on est resté vraiment sur de la boutique. Mais je pense que l'esprit Souverain Pont a repris avec ses restaurants et autres parmi les boutiques. Donc nous, on est plus en mixité de commerce. Entre boutiques de design, bijoux, chapeaux, autres, et vraiment des restaurants avec une identité forte. Tu parlais de chez Dimitri, justement, qui est là depuis 30 ans. Il est en Souverain Pont et il aurait pu être embêté, mais finalement, il s'est intégré... Enfin, tout s'est construit autour de la rue Souverain Pont, mais tu as des nouvelles boutiques, des nouveaux restos. Oui, bien sûr. Tu as une boutique de créateurs, effectivement, j'ai pas le nom, mais je sais que des artistes... Chez Watitude, oui. Des artistes, des créateurs liégeois, en tout cas, peuvent venir... Liégeois et Wallon. C'est vraiment ça. plus ils peuvent proposer leurs leurs objets à vendre, etc., leurs articles,
leur textile. J'ai déjà vu pas mal de choses. T'as la Rame à l'herbe aussi qui fait des bijoux quand même extraordinaires. Au niveau restaurant, t'as le Mio Postol, Fugazi qui sont pas mal. Chez Brice, qui est l'ancien chef, je pense, de... le Riva. Le Riva. Le Riva, oui. Voilà, et qui fait une cuisine familiale. Je pense qu'il est là avec sa femme et son fils. Dans le fond, on a toujours aussi chez Tasso, qui est toujours là. Il y a chez Mourad, qui a été repris par son commis, on va dire, qui a vraiment repris ça et qui a vraiment des ambitions de refaire une petite salle de concert, parce que Mourad, c'était très artiste comme ça aussi. Hein. Tu avais des expositions tout le temps. Donc voilà. Donc tu as vraiment... Et la Tahualpa, voilà, très, très typique aussi, la Tahualpa. Donc je veux dire, il y a quand même pas mal de choses. Et on oublie aussi les premiers riquets, les tatous, qui ne bougera jamais, mais je pense qu'il évolue aussi. Donc voilà, la rue Souverain-Pont est une rue vraiment éclectique et dynamique en tout cas. Il y a pas mal de renouveau, de changements. On fait la fête de la rue, comme en Nevis aussi, un petit peu style 15 août. Donc voilà, chaque année, au mois de mai, voilà, on dynamise vraiment la rue. Mais toi, tu parlais vraiment du renouveau économique de tout ce quartier-là, oui, qui a été réimaginé par la ville et puis par des commerçants qui étaient super forts. Hein. Regarde ici Mélanie de chez Carré Noir, Catherine Fourneau, t'avais Benjamin Paille pour le restaurant. C'est des gens qui ont fait des moteurs. Benjamin, la rue Nevis, il habitait là-bas. Ça a été le moteur pendant tout un moment. C'est des Liégeois qui sont fans de leur quartier, de leur envie, qui ont envie de voir évoluer leur ville dans un bon sens. Exactement. Et qui sont accompagnés par la ville. Après... Voilà. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon, du mauvais. Pour ce côté-là, en tout cas, ça a été bien. Je veux dire, voilà, le tram, on va pas dire que... Mais on est tous contents de le voir rouler. Il est là. Il roule. Il fait plaisir. Il y a de la clim. Ça a mis du temps. Je pense que ça a mis à mal énormément de commerces. Je pense que ça a mis à mal la ville pendant longtemps, malheureusement. Mais je pense toujours un peu maintenant, mais et c'est un mal pour un bien. Les choses sur 10 ans, tu sais, nous, on voit ça parce qu'on voit tout en rapidité. Mais si tu regardes les époques, qu'est-ce que c'est 10 ans? Je pense que dans 50 ans, le tram, il sera là, il sera implanté. 10 ans, pour moi, c'est énorme. Je suis un commerçant qui a mis des sous dans son entreprise. Je suis encore là et par l'aide aussi de clients qui ont voulu que je reste et qui m'ont aidé à survivre. Donc, c'est-à-dire que j'ai des financements. Les banques, par contre, tu t'oublies. Même si on se boit un coup de temps en temps avec mon banquier, tu vois bien qu'ils n'ont plus aucune prise de décision, rien du tout. Ouais, non, c'est les algorithmes, les chiffres. L'Oreca n'est même plus quelque chose, tu fais « oh », tu es déjà dehors. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir eu des clients et d'en parler un petit peu, d'oser en parler un petit peu de ce côté, voilà, ça, je vais peut-être pas passer le cap... Et j'ai quand même l'un ou l'autre client qui m'a proposé de lui faire le financement à hauteur de. Un autre a dit, alors si lui y croit, moi j'y crois aussi. Donc il ne faut pas croire, hein, je suis là, mais pas tout seul. Pas tout seul et pas en ayant, sans gratter un peu de pierre. Bien sûr. Donc voilà. Oui, il faut savoir mettre son ego de côté aussi pour pouvoir faire tenir les boutiques. Son ego, c'est congé. Hein, c'est congé de côté, beaucoup. Mais ça, c'est l'Oreca, copain, t'as choisi. Hein. Oui, c'est vrai. Je vais faire une semaine, je vais faire beaucoup quand même cette année. Voilà. Ouais, c'est les clichés de l'Oreca, malheureusement. Voilà, donc, si, vous fermez tôt. On ferme à 20h. Vous savez qu'on démarre notre journée à 8h, hein, comme tout le monde. Hein. On fait des papiers, on est en cuisine à 10h. Voilà. Incroyable, donc, c'est pas comme si sur le coupé, il y en a des drôles comme ça sur Internet maintenant qui parlent un petit peu justement de l'Oreca et tout ça. Et il dit que quand les gens imaginent un coupé, ils s'imaginent que tu vas lire et chiller dans un... Non, tu rentres. Lire et chiller. Non, tu fais une sieste, t'attends juste à tu retourner. Tu rentres, t'as aucune productivité. T'es juste en train de te dire qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas recommencer. Est-ce que t'as beaucoup de commandes et voilà. Quel service de merde je viens de faire? Je vais aller me reposer un peu. Tu tapes une sieste, puis tu arrives au boulot encore plus fatigué que le matin. Oui. Parce que ta sieste, ça sert à rien, c'est vraiment catastrophique. Mais non, t'as eu à couper, donc t'es heureux.
T'as eu un petit moment où tu disais plus, tu fais la sieste, tu disais, je vais méditer 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Tu mettais petit bambou. Bien sûr. Pour un peu te détendre. Oui, ça marche. C'est pour ça qu'on a fait un mix chez Attrape. La semaine, on fait couper. Bon, voilà. Mais le week-end, on fait 12, 18 et demi. Ouais, parfait. Je pars du principe que les gens, de toute façon, organisent leur repas, leur truc, et ils ont toute la journée pour venir chercher. Ouais. Donc, jusqu'à 18h30 pour commander, 19h pour venir chercher, ça va. T'as le temps de prévoir. Tu t'y prends pas en dernière minute. Ça aussi, c'est un souci que j'ai vécu. C'est le côté Indus, où on est passé du sushi où les gens comprenaient que ça ne se faisait pas en 30 secondes, au côté industriel où on te fait tchic-tchac, c'est bon, le plateau est emballé, et où ne fût-ce que les supermarchés, et où ils ont tout de suite. Donc maintenant, j'ai de plus en plus de gens qui arrivent. Oui, voilà, alors il me faudrait... tu t'écris à la friterie ou quoi Il me faudrait... alors, t'es tout seul, un plateau de 10 pièces. Oui, il me faudrait, mais vous êtes 6, on a invité des potes. Bah non. Non, ça va prendre un peu plus de temps que ça. Chez moi, en tout cas, voilà. Parce que tu veux bien faire les choses. Parce qu'on veut bien faire les choses, parce qu'aussi, ça a l'air d'être une bêtise, mais je te parlais du riz. Le riz reste le leitmotiv. Donc, je cuis mon riz au dernier moment. Et je veux dire, tu as le riz à chaque fois au dernier moment, et on cuit en fonction de l'afflux des clients. Tu n'as pas un stock de riz qui attend au frigo pendant une plombe? Non, parce que de toute façon, ça va le détruire. Voilà, ça va le détruire. Gustativement, en tout cas. Gustativement, ça veut dire que tout ton vinaigre est parti. Ton riz, il est dur comme du béton. Donc, tu n'as plus ce côté fluffy, bien sympathique. Il y a des choses toujours où j'ai peur de passer... j'ai déjà fait des remarques comme ça sur des TikTok en expliquant un petit peu merci pour la soirée, parce qu'on s'était fait un petit peu défoncer, comme on dit dans le jargon. Et qu'à un moment donné, tu stoppes les commandes, quoi. Ouais. Tu sais, quand tu reçois toutes tes commandes sur 1 heure, tu fais ton maximum. Ouais, à un moment donné, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas. Donc, il faut que les gens comprennent que si tu veux avoir de la qualité dans le produit, préviens tôt. C'est pas pour ça qu'on va te les faire à 10h du matin. Non, c'est juste que je peux organiser ma manière de travailler. Je peux me dire que là, je vais toujours avoir la meilleure qualité parce que je vais faire mon riz au fur et à mesure par rapport au timing où les gens viennent. Je peux organiser mon... Enfin, je sais pas, c'est comme toujours tout. ce triangle pas cher, rapide ou qualitatif. En fait, tu peux pas avoir... dit. C'est ça, hein, toujours pareil. On revient toujours à l'essentiel de tout ça. Mais oui, tu peux pas avoir du rapide, comme mon cher, principe est vraiment la qualité... La qualité prend du temps. La qualité, elle prend de l'organisation surtout. Ouais. Et l'organisation prend du temps. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un truc sur lesquels parfois j'ai des gens qui sont déçus ou qui repartent un petit peu en mode ils sont pas sympas. C'est rare, hein. On essaye de leur expliquer, mais où on leur dit écoutez, cette fois-ci vous avez de la chance, la prochaine fois pensez à nous appeler franchement, parce que sinon on ne le refait pas une deuxième fois. Et j'ai déjà eu des gens qui arrivent une deuxième fois, et je leur dis écoutez, je vous l'avais dit une première fois, si cette fois-ci je vous fais pas, vous rentrez chez vous. Et c'est horrible de dire ça parce que t'as l'impression de passer pour un mauvais commerçant. Mais si tu ne le fais pas, ça va aller. Je vais pas dire que tu n'éduques pas les gens, mais ça veut dire que tu te rends un mauvais service. Oui, c'est ça. Ils vont avoir ces habitudes-là. Et puis toi, tu vas te foutre tout le temps en stress. Oui, tu vas te mettre en stress. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire de la merde parce que tu seras dégoûté. Stresser ton équipe. Tu vas stresser ton équipe. Tu vas foutre tout le monde dans le jus parce que tu ne sais pas dire non. Et c'est très mauvais. Ouais, c'est ça. C'est très mauvais. Et ça paye parce que ça fait toujours 15 ans. Donc c'est que la méthode fonctionne. En tout cas, je pense. Ça un peu... voilà, ça a eu des moments de haut et des bas. Il y a des moments où ça fonctionne, des moments... Et tu tries ta clientèle aussi, parce qu'à un moment donné, il y a le choix. Donc je veux dire... Maintenant, il y a beaucoup plus d'offres qu'à l'époque. Il y a de l'offre. Si mon offre ne te convient pas, va sur une autre. Mais ne me dis pas que c'est moi le mauvais. Dis que c'est pas ce que tu veux, ou que tu n'as pas le temps d'attendre, ou quoi que ce soit. Moi, je te demande de t'adapter. Quand tu vas chez je sais pas, moi, chez un électricien ou quoi, qui te dit « je sais venir mardi », ne lui demande pas pour ici aujourd'hui. Il te dit c'est mardi parce qu'il a son agenda et machin. Tu vas pas rouspéter parce que le mec a son agenda. C'est déjà content qu'il y ait déjà mardi. Déjà, si t'en trouves un pour mardi. C'est ça. Et du coup, on a
pas mal fait le tour, mais justement, je pense qu'on peut en parler maintenant, parce que depuis juillet, il y a une belle nouveauté pour Attrape Sushi. Oui. Pour l'image Attrape Sushi, c'est-à-dire la marque Attrape Sushi. Donc, j'ai une ancienne étudiante qui est revenue, elle avait fait 6 mois en stage, et elle avait fait un petit peu toutes les maisons, donc, c'est-à-dire elle était allée chez Attrape Sushi, elle était allée au ramen, et à l'époque, voilà, il me semblait bien que j'en avais oublié un. Au Suki Bar. Ouais, mais non, on avait fait le Suki Bar, Okay. mais on avait fait les boulets aussi Kiki, un truc chez comme ça. Kiki, ouais, c'est ça. On avait compté 3 projets, mais en fait, il y en a eu. Il y en a eu plein. Et je suis sûr que j'en oublie encore, mais bon, voilà, on s'en fout. Ah bah, le croc, j'avais jamais entendu parler. Hein, donc, le croc, pourtant, c'est drôle. Le croc, c'était bien marré à le faire. Là, mon poissonnier, donc je travaille, c'est pas méconnu, mais je travaille avec le comptoir des mers au Guillemin depuis des années. Et ils avaient ouvert à Neupré. Et ça faisait plusieurs fois qu'ils me demandaient pour faire des sushis là-bas, enfin en tout cas les fournir en sushi. Ils cherchaient quelque chose pour un petit peu les donner un petit peu de peps au truc. Est-ce qu'ils ont eu aussi, ils n'ont pas eu le tram, mais ils ont eu des travaux sur la route, donc voilà. J'ai vu. Et donc la jeune fille est revenue vers moi en me demandant pour l'engager, et moi je sortais d'un licenciement quand même assez lourd par rapport à une situation, et je dis ton profil, je l'envie, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais je dis, par contre, j'ai peut-être un truc. Je savais bien qu'elle était indépendante complémentaire, que dans sa famille, c'est des indépendants aussi. Donc il y a déjà cet esprit d'entreprise. Voilà. Très jeune, 22 ans. 22 ans, et déjà au moins une entreprise à elle, et travaille avec son papa et avec sa belle-mère qui fait des biscuits, et son papa, il fait de la bière. Et je lui dis, écoute, tu viens te former chez moi, il y a une place là-bas, mais c'est en tant qu'indépendant. Ouais. On fait un pop-up 6 mois, un peu en couveuse, si tu veux. Donc j'ai investi les choses, et si ça marche bien, tu continues, tu gères le bazar, et t'es parti, t'as un bel endroit. On fait un truc avec un concept pas trop cher. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans... Ça, par contre, je trouve qu'il y a un feeling à avoir là-dessus, sur ce concept-là. Je pense que ça peut être un futur. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment un espace, le partage d'espace pour minimiser les costs, je pense que ça peut être une des solutions futures pour la mixité des commerces. Donc ça va avoir 2 commerces qui se mixent comme ça, et limiter un petit peu les frais. Ça commence à se voir, mais c'est une image un peu négative, c'est les dark kitchen, etc., pour tout ce qui est livraison. Mais c'est pas le but de faire une dark kitchen. Le dark kitchen, c'est plutôt le truc caché. Ici, c'est surtout partager 2 compétences, mais il faut qu'il y ait les compétences. Plutôt complémentaires. Le poisson, la vente de sushi. Le poisson frais avec la vente de sushi juste à côté. La fille, elle n'a pas besoin d'acheter 6 kilos, se demander si elle va jeter la moitié. Lui, ça lui assure un loyer sur le côté, une personne qui est là, une vente qui de en poisson plus... régulière. Vente de poisson régulière, et aussi, en parle. Tu es où ? Je suis dans le comptoir des mers. Ah, je suis chez Attrape Sushi, qui est ton comptoir des mers. Boum, pub. Ouais, c'est une synergie. C'est une synergie parfaite, en fait. Donc, je vais dire... Oui, il ne faut pas mettre un vendeur de chaussures avec un mec, un restaurateur. Ça n'a rien à voir. Sauf si, effectivement, le restaurateur fait porter ses chaussures par tous ses clients. Je ne sais pas que c'est un mec qui fait des pantoufles et que tous les clients portent des pantoufles à l'entrée. Je n'en sais. En vacances, ici, j'ai vu un concept de fleuriste café. Oui. Je me suis fait la réflexion, ça doit sentir bon dans le café, au moins. Mais pourquoi pas ? Tu vois, il y a quand même des concepts... Mais après, bon... Mais il y a des concepts... En fait, je pense que ce que les gens voient, c'est qu'ici en Belgique, parce que là, on parle de la Belgique en tant qu'entrepreneur, si tu regardes, la plus grosse augmentation, c'est le personnel. Oui, tout à fait. On est à 23% en 3 ans. Tu ne peux pas le nier, c'est quelque chose d'officiel. Voilà. C'est facturé. 23%, même si les gens trouvent que les cartes sont chères maintenant au niveau
de la restauration. Alors, ça c'est clair, on peut en discuter, on peut ouvrir un débat. Je trouve que ce serait vraiment intéressant d'ouvrir un vrai débat. Je dis sur une grande chaîne où on pourrait mettre des restaurateurs et casser un petit peu ce vieux mythe que j'ai voulu casser en plus à l'époque de l'oreca pourri. Parce que on va revenir à cet oreca pourri si on continue à les augmentations de frais fixes et faux frais. Ouais. Les gens ne comprennent plus pourquoi une salade coûte 20 boules dans une assiette. Et s'il faut commencer à lui expliquer pourquoi une salade vaut 20 boules dans une assiette... Oui, parce qu'en magasin, il achète sa salade 2 balles, donc il ne comprend pas. Mais bien sûr, mais parce que ce que tu as dans ton assiette n'a plus aucune importance. Enfin, c'est tellement minime l'importance de ce qu'il y a dans ton assiette. Et c'est affreux ce que je dis, parce que quelque part, c'est notre métier. Mais en tant qu'entrepreneur et en tant que client, quand tu as un budget employé qui avoisine les 40% et qui vient d'augmenter de 23%, c'est pas trop compliqué de faire un x3 et de te demander que sur ta carte, techniquement, tu devrais faire, pour cette proportion-là, les 23%... En plus du prix. En plus du prix. En plus du prix, plus tes frais pour gérer ces 23% plus ta marge. Donc on est loin encore. Donc quand les gens croient qu'on se fait... des couilles en or. Des couilles en or, oui, je ne sais pas si on peut le dire ici, des couilles en or. Pas nécessairement. Alors oui, certains sont toujours à être à l'affût de baisser la qualité, mettre des vins qui ne sont pas terribles à des prix excessifs. Mais c'est comme tout, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas général. Ce qui est général, ce sont les augmentations. Et ça, par contre, c'est pour tout le monde. Que tu fasses de la merde ou que tu fasses du bon. Ou que tu veux faire du bon. Donc, si tu veux continuer à bouffer de la merde et que tu n'aies plus que ça à manger comme opportunité, il faut te rendre compte que les gens qui te font payer le vrai prix, c'est pas des méchants. Bah ouais, non. C'est juste des gens qui veulent vivre normalement. C'est juste des gens qui, eux aussi, ont droit à ça et te proposent quelque chose qui est local, bien fait, de qualité, passionné. Et passionné en plus, c'est ça. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Mais ça devient de plus en plus une niche. C'est ça. Mais plus ce sera une niche, et plus les gens vont finir par bouffer de la merde tous les jours. Et quand ils n'auront plus que ça, ils se diront « Ah, finalement, au lieu de m'acheter ma grande télé, j'aurais peut-être dû aller mettre un petit peu des sous, parce que maintenant, je dois aller chez le médecin tout le temps, j'ai check. » Parce qu'on m'a fait manger de la merde, bon marché. Oui. C'est comme... J'aime bien digresser sur différents sujets, mais c'est comme au niveau social où on te dit qu'on réduit tout. Et donc on se retrouve en ville, pour ceux qui savent, tous les problèmes de tox et tout le bazar, on va les foutre sur le côté. Ça sert à quoi de les foutre sur le côté maintenant, ils ont des problèmes en Outre-Meuse. Tu déplaces le problème. Parce qu'on a des... Mais grand, si tu continues à accompagner, alors tu peux avoir ce débat, mais en tout cas, c'est ma philosophie. Si tu ne vas pas mettre l'argent là pour résoudre le problème, il viendra ailleurs. Oui, c'est ça. Il viendra dans tout ton système de police, ou tout ton système de sécurité, ou tout ton système de trucs, parce que, je veux dire, quelqu'un qui a faim, il a faim. Hein. Il a faim, tu ne régleras pas le problème en le déplaçant. Enfin, il a faim, ou il est drogué, ou il a des problèmes, tout. Donc, je veux dire, le problème, tu ne fais que le déplacer, quoi. Donc, c'est sociétal. Et c'est sociétal sur la bouffe aussi. C'est sociétal sur tous les trucs. Il faut que le débat vienne sur la table de se demander comment est-ce que les gens veulent dépenser leur pognon. S'ils ont envie d'avoir que de la merde, alors, ça c'est leur truc. C'est un choix. Mais ça veut dire qu'on va encore agrandir les hôpitaux. On va pouvoir doubler le Mont-Légia. Hein? Bah oui, qu'est-ce qui va se passer? On va se taper des cirrhoses à 40 ans, des foies qui vont mourir, des intestins qui seront complètement morts. Depuis parce le départ, qu'il y a des restaurateurs qui sont gros, un peu plus parce qu'on va plus vers le sucre. Alors, sushi, alors là, on peut en parler aussi. 6 sauces soja sucrées, s'il vous plaît. Quoi, là, pour 10 sushis? C'est quoi, une soupe? Non, mais c'est pour pas que ça goûte le poisson, parce que... Ça a quel sens? J'ai jamais compris. Mais parce que les gens sont plus sur le sucré, parce qu'ils viennent se faire plaisir. Et plaisir, maintenant, ce n'est plus que sucre.
Et pourtant, j'ai un palais très sucré, mais je te promets, mes sushis, c'est un petit peu de soja salé et sur le poisson. Mais j'espère bien. Je n'habille pas mon riz. Même toi, quand tu faisais de la cuisine, il t'en fait encore. Je veux dire, tu sais bien ce problème d'être équilibré dans le repas. De tout. De la mer, de l'acide, oui, du sucré, du salé. Mais il faut un mix des 4 pour pouvoir avoir une saveur complexe. En tout cas, un umami. Un umami, bien sûr. La 7e saveur japonaise, pour ceux qui connaissent quand même. Pour revenir un peu à du japonais. Quand même. Ouais, on reste là-dessus, on est très bien. Moi, je suis assez fan, forcément. Et ben justement, pour avoir un petit mot, un peu de conclusion là-dessus, je vais quand même te demander tes recommandations, justement. Un resto que tu as découvert il n'y a pas longtemps, ou un resto, un truc que tu aimes bien encore faire de temps en temps ici à Liège, une découverte en tout cas. Alors, il y a pas un resto que j'aimerais bien faire. Si je vais chez mes mères ici, donc Fabrice Malpa, qui est un de mes anciens associés jeudi. Qui a ouvert récemment, non ? Oui, il a ouvert récemment. Je crois que c'était il y a un mois. Donc je vais aller un peu découvrir ce qu'il fait, parce que lui, il a pas mal valdingué un petit peu dans pas mal de choses, et je pense qu'il a su tirer profit de tout ça pour mettre ça dans sa cuisine. Donc je me réjouis de découvrir. Au niveau cuisine, je vais aller quand même chez mon chouchou, on l'aime bien ou on l'aime pas, mais je vais aller au Narval. Au Narval, je ne connais pas du tout. Alors, le Narval, ça a ce primon, c'est François Pichitello, en fait, qui a repris ça. Il est parti des Bégards, il a repris le Narval ici. Donc, et François, je me suis marié là-bas. Ouais. C'est un de mes restaurateurs. C'est lui aussi, il m'a un petit peu motivé là-dedans. Et j'avais une amie aussi, ça c'est j'ai oublié d'en parler, qui suis sorti à un moment donné... quand j'étais plus jeune, avec une fille de Malmedy. Son papa avait un resto au poisson là-bas au lac de Robertville. C'était le restaurant du lac. Et c'est lui qui m'a offert mon premier couteau. Oh. Qui est toujours pendu au ramen, mais non utilisé. Bah, c'est un beau souvenir. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est des trucs dans l'inconscient aussi, d'être à la cuisine. Quand on me disait que j'allais cuire qu'un œuf, c'est vrai que j'étais pas beaucoup en cuisine. Mais c'est pas pour ça que la cuisine a toujours fait partie de ma vie quand même un petit peu, donc voilà. Ça boucle, hein. Voilà. Mais sinon après, bon vieux loose bar pour aller boire une bière, c'est bon. Sinon on le ramène. Hein. Toujours très sympa. Faut venir au ramen ou chez Attrape Sushi. Avec grand plaisir. Je mettrai les adresses évidemment dans les commentaires en dessous. Évidemment, avec grand plaisir. Une dernière adresse, l'air de rien à Fontaine. L'air de rien à Fontaine. Ouais. Ça me dit quelque chose. Alors ça c'est le restaurant non étoilé qui doit être étoilé, c'est le mec qui travaille avec son cœur, quoi. C'est un des meilleurs restaurateurs que je connaisse aussi. Allez voir. Ok, je partagerai sur les réseaux les adresses, les recommandations de Jean-Marc en tout cas. Et toi alors, ton vilain petit péché mignon, un petit truc que t'aimes bien manger De la bière. Une bière de tartine, c'est validé pour chez nous. À Liège, on est bon. Moi, mon petit péché mignon, les pâtes de ma maman. Ah bah voilà, on reste au classique, on revient à la maison. Ouais, non. Alors, elle fait des trucs, ça c'est vraiment familial, ça s'appelle une pelle salotte. C'est un petit peu comme des espèces de frites, c'est fait à base de pommes de terre, de farine, et comme des gnocchis. D'une maquée... c'est une maquée sûre et piquante, typique des pouilles. Ok. Et tu fais ça, on fait frire, et tu manges ça en apéro, tac, tu t'envoies ça. Je me renseignerai sur la recette, j'essaierai ça chez moi aussi. Mais c'est très familial. Ok. Génial, merci beaucoup Jean-Marc en tout cas. Merci à toi de m'avoir écouté. Bon, je pense que c'était super intéressant, j'espère que ça a intéressé tout le monde. À mon avis, on se retrouvera autour d'un resto. Oui. Il y aura peut-être un after, hein. On verra. Il devient vieux aussi. Petit à petit. Un tout petit. Oh, ça va. Un petit digestif, un politesse, quoi. Voilà, vite fait. Voilà. En tout cas, je voulais remercier encore une fois l'équipe de mon podcast pour nous recevoir dans leurs locaux. Et vous pouvez nous écouter sur YouTube, Deezer, Apple Music et Spotify, bien sûr. Pour les trajets en bagnole, c'est super sympa. Merci à tous et Jean-Marc, à une prochaine. Merci à toi, quand tu veux. Salut.